Le social, la politique et les festivités marquant les 58 ans de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale constituent le sommaire de cette édition d'information du soir sur TVS. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue chez nous. Le social, les postiers ne décollèrent pas ce matin, ils ont paralysé l'activité ou le service de paiement des fonctionnaires. Ceci est le résultat des mois de salaire impayés, une situation semble-t-il favorisée par l'actuel président directeur général de Poste Banque, Inès Ngabambore Giskumba. Griselés, des pères et mères de famille assis à même le sol, tel est le spectacle désolant auquel on assistait ce matin à la Poste Banque du bord de mer. Les fonctionnaires domiciliés dans cette institution bancaire ont été surpris de l'accueil qui leur a été réservé. Pour ce fait, les postiers ont décidé de manifester leur ras-le-bol suite à plusieurs mois de salaire impayés. Depuis l'arrivée du président directeur général, qui semble-t-il ne ferait qu'à sa guise pour maintenir son personnel dans cette crise sociale qui dure 10 mois déjà. Depuis l'arrivée du PDG de la Poste, les salaires ne sont pas payés à date fixe. Nous observons 3, si ce n'est 4 ou 5 mois sans être payés. Et cette situation a créé un ras-le-bol, ce qui fait qu'aujourd'hui, les guichetières et tous ceux qui sont impliqués dans le cadre du paiement des salaires des fonctionnaires, les gens ont décidé de ne pas payer aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez que sur toute l'étendue du territoire, les agents de la Poste n'ont pas effectué les paiements aux fonctionnaires. Nonobstant le fait que nous considérons le fonctionnaire comme un client privilégié, mais vous ne pouvez pas comprendre que toutes les fois, vous payez à quelqu'un de l'argent et vous n'en avez pas. Donc c'est cette situation de crise qui a fait en sorte que nous nous retrouvons ce matin. Le porte-parole du syndicat national des postes a une énième fois interpellé le chef de l'État à prendre ce problème à bras-le-corps pour que la sérénité revienne. Pour que maintenant nous puissions être payés à date, parce que 3 mois, vous comprenez qu'il y a des effets pervers, il y a des effets collatéraux. Donc nous sommes là, devenus des sous-hommes. Le principe de l'égalité des chances est un principe qui devait nous guider tous. Voilà un peu. Espérons toutefois que ce cri lancé portera des résultats escomptés pour le bien-être de tous. Et en rapport avec ces mois de salaire impayés pour les postiers, le personnel vit des difficultés au quotidien, notamment survenir aux besoins de leurs différentes familles. Le chapelet de ces difficultés était grainé au micro d'Inès Ngamambo par le porte-parole du syndicat national des postes du Gabon. Il faut reconnaître ici que beaucoup de postiers ont été chassés par des bailleurs. Beaucoup de postiers qui avaient des enfants à l'étranger sont revenus au Gabon. Et vous imaginez, au sein de la Poste, il y a des couples qui n'arrivent même plus à payer la scolarité de leurs enfants. Donc, autant de choses. Lorsque nous avons des cérémonies de deuil, nous avons des cérémonies de réjouissance, nous ne pouvons même pas participer à quelque niveau que ce soit. Donc, notre surface financière est suffisamment écornée. Donc aujourd'hui, lorsque nous avons des crédits dans les banques, eh bien voyez-vous qu'au niveau des banques, nous sommes obligés, nous, de payer même les ajouts parce que notre compte est souvent à découvert. Donc voilà un peu les situations vers lesquelles nous nous tournons. Et aujourd'hui, en ce qui concerne la scolarité des enfants, il y a des enfants qui n'apprennent plus. Nous avons connu la mort de nos collègues parce qu'ils n'ont pas été capables de payer les ordonnances. Donc il y a des couples qui se sont séparés parce que simplement un des membres du couple, nous savons qu'en économie capitaliste, le revenu est le revenu du couple. Or aujourd'hui, lorsque le couple n'arrive plus à s'assumer, vous comprenez que c'est une certaine déliquescence par rapport à l'éducation de nos enfants. Donc voyez-vous, cette situation est devenue plus que préoccupante et récurrente. Le PDG de la Poste a bel et bien de l'argent dans un compte logé à Bissig pour lequel il veut créer Poste Finance, un établissement de microfinance de 2e catégorie. Il a de l'argent à Ecobank. Donc, il a géré 45 milliards que l'État a mis à sa disposition. Or, nos salaires font seulement 450 millions. Donc, quand vous faites la division en de 45 milliards autant pour moi, divisé par le nombre de mois qu'il est resté à la Poste. Donc, par mois, il gère 1,5 milliard. Et si la volonté était de mise, aujourd'hui, il nous paierait à date le 20 comme cela s'est toujours passé. Mais comme il y a une mauvaise volonté de sa part, c'est pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation qui est déplorable. Malheureusement, il faut bien que quelqu'un paye la note. Et aujourd'hui, ce sont les fonctionnaires qui, ben ma foi, sont touchés par cette situation.
Jacques Ikapi, porte-parole du syndicat national des postes du Gabon, était au micro d'Inès Ngongamombo et devant la caméra de Régis Koumba. Nous parlons à présent de politique, élections couplées législatives et locales du 6 octobre prochain. Le Parti démocratique gabonais PDG présentera présente deux listes. Une liste pour chaque élection. La présentation de ces listes a été faite hier par le secrétaire général de cette formation politique, Eric Dodo Bungenza, au cours d'un échange avec la presse. Nous avons présenté, nous, inclusifs, c'est-à-dire le Parti démocratique gabonais, 143 candidats sur les 143 sièges. Pour ce qui concerne les locales, comme nous vous savons férus du numérique, vous avez là aussi certainement pris la peine depuis ce petit matin, c'est-à-dire depuis 5 heures du matin, vous avez certainement pris la peine de prendre connaissance des 122 listes du Parti démocratique gabonais pour les élections locales en vue de pourvoir nos municipalités, pour ne pas dire nos conseils départementaux, et nos départements, pour ne pas dire nos conseils départementaux, de conseillers issus du Parti démocratique gabonais. Mesdames et messieurs, il est important que nous revenions un tout petit peu, mais de façon succincte, sur le processus qui a prévalu au choix de nos 143 candidats pour les élections législatives, mais également à celui relatif à nos 122 listes pour les élections locales. Nous sommes partis sur les très hautes instructions du distingué camarade président sur la base de consultations internes. Ces consultations ont réuni bon nombre de militants, pour ne pas dire un grand nombre de militants, s'étant prononcés sous la forme de consensus à l'effet de pouvoir retenir un certain nombre de camarades pouvant faire l'objet de défendre les couleurs de notre parti lors des élections imminentes, à savoir législatives et locales. Eric Dodo Bungenza, secrétaire général du Parti démocratique gabonais, est revenu par ailleurs sur le choix, sinon les critères retenus lors de la désignation des candidats qui doivent défendre les couleurs du Parti démocratique gabonais lors de ces élections couplées législatives locales du 6 octobre prochain. Ces critères sont au nombre de 3. Un certain nombre de critères indispensables et surtout liés à la vision du distingué camarade président. Évidemment, sur la base de l'esquisse de base de proposition, 3 critères fondamentaux ont fait l'objet d'un intérêt particulier de la part de la hiérarchie. Le premier critère a porté sur le rajeunissement. Le rajeunissement lié donc à la prise en compte, en fonction bien entendu de certaines qualités reconnues de la part de certains jeunes, de la prise en compte de ces jeunes, tant dans les investitures pour défendre les couleurs du Parti démocratique gabonais aux élections législatives, que dans les listes tant municipales que départementales. Le deuxième critère s'est fondé sur la féminisation. Là aussi, vous avez dû le constater à la lecture, notamment dans le journal L'Union, des candidats investis pour les élections législatives, que dans les réseaux numériques, notamment sur la page internet de notre parti, que
la féminisation a été prise en compte et que bon nombre de femmes, si ce n'est un nombre important de femmes, figurent tant dans les candidates appelées à défendre nos couleurs lors des élections législatives que dans les colistières devenues candidates inscrites dans les listes municipales et départementales. Le troisième critère, qui n'est pas des moindres, est celui de l'ouverture. Évidemment, l'ouverture vers la société civile, parce que le Parti démocratique gabonais est un parti qui se veut moderne, et tout parti qui se veut moderne ne doit pas agir ou fonctionner de façon close, de façon fermée. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de personnalités politiques, quel que soit leur âge, tant du monde des affaires que du monde de la société civile, ont été effectivement prises en compte dans les différentes listes municipales et départementales présentées par le Parti démocratique gabonais. Actualité en rappel marquant les 58 ans de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale dans la province du Moyen-Ogooué. Comme à l'instar d'autres localités du pays, la ville du Grand Blanc a vibré au rythme des festivités des 58 ans d'indépendance. Au menu, défilé militaire et civil, la sortie en soirée d'un dîner de gala offert aux convives. Euphrem Biogedzor sur les images de nos confrères de G3 RTV Lambaréné. Parmi les temps forts ayant marqué la célébration du Gabon, la souveraineté internationale dans le chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué, Lambaréné, les phases de décoration, le défilé pédestre, naval et motorisé, en première ligne les forces de défense et de sécurité, des administrations, des entreprises, les associations ainsi que les communautés étrangères de la place, lequel des défilés a été présidé par le gouverneur de province sortant, Michel Ngueba-Koumba, qui a fait son barreau d'honneur. C'est un sentiment de fierté, l'honneur d'avoir présidé le 58e anniversaire dans la capitale provinciale du Moyen-Ogooué, dont je suis l'honneur. Et c'est un souvenir pour moi, donc je garde un beau souvenir pour le commandement. Je suis très fier de Après ce défilé à la place des fêtes de Lambaréné, nombreux sont les convives qui se sont rendus à la résidence de Michel Ngueba-Koumba pour le dîner gala offert par le couple. Nous restons toujours à Lambaréné, la capitale provinciale du Moyen-Ogooué. Actualité également en rappel cette fois-ci avec les musulmans de cette localité et du pays qui ont vibré également au rythme de l'Aïd el-Kébir, appelé couramment fête du mouton. Et ils se sont rendus massivement à la mosquée du grand village pour le sacrifice. Euphrem Biogedzor, toujours sur dans une image de nos confrères de G3 RTV Lambaréné. À l'instar du reste de la communauté, les musulmans de Lambaréné n'ont pas dérogé à la tradition en allant prier Allah, le miséricordieux, pour ce moment de grâce après la prière, place au sacrifice sur la symbolique de la fête. Le prophète Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Les sunnah, c'est un des prophètes qui s'appelle Ibrahim alayhi salatu wa salam, que Dieu a lui ordonné qu'il garde son fils pour le sacrifice. C'est pourquoi Dieu a pitié l'enfant et lui a changé pour tuer l'enfant, il a lui amené le mouton. C'est pourquoi que c'est le sacrifice qu'on fait pour l'Aïd. C'est hier tous les musulmans du monde entier, beaucoup qui sont fêtés hier, mais certains pays qui sont fêtés aujourd'hui. Mais la vraie fête, quand même, c'était hier. Mais certains c'est aujourd'hui qui ont fêté. Mais c'est chose, le sacrifice, c'est sunna Rasoul, c'est sunna de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. On a fait, tout le monde est content.
c'est le jour de joie, c'est le jour de content. Tout le monde est content. Vraiment, on est content, alhamdulillah, mashallah. L'imam de la mosquée du grand village de Lambaréné est revenu sur les caractéristiques et autres vertus qui doivent habiter un musulman pratiquant. Un musulman, il doit composer ce qu'il doit faire. Il doit être d'abord tout chose d'abord. Il faut être bien et craindre d'Allah et suivre les ordres d'Allah et les ordres prophètes. Un musulman, il doit être large, patient et supporter beaucoup de choses. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Sil man qada'ak, wa'adi amman haramak, wa'afu amman zalamak. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un, il faut rapporter les gens qui sont coupés de relations avec toi, il faut toi, tu leur approches. Et si quelqu'un t'a provoqué, il faut lui pardonner. Et si tu as quelque chose, il faut donner les gens. Même si les gens ne te donnent pas, toi, il faut donner. Donc un musulman, il doit comporter de façon comme ça. Bon, ne peut pas dire on m'a fait ça, non. Toutes choses qu'on t'a fait, tu dois supporter et pardonner. Et un musulman, il doit craindre d'Allah et suivre les ordres d'Allah et laisser les interdictions de ce que Allah a interdit. Voilà, les musulmans, c'est comme ça. C'est dans l'allégresse que l'ensemble des musulmans de la province du Moyen-Nogoué ont communié le Très-Haut en ce jour exceptionnel. De la politique encore, Jean Eyegendon, sénateur du premier siège du 2e arrondissement de la commune de Libreville, ne participera pas aux prochaines élections couplées législatives et locales du 6 octobre prochain, a-t-il déclaré hier à son quartier général au quartier Sotega, toujours dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Mais lors de cette sortie, Jean Eyegendon est revenu sur la crise morale, politique et institutionnelle que connaît actuellement le pays. Aussi, il est-il revenu sur le discours à la nation du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Euphrem Biyogedzo, Moscone Ngonomba. Coup de tonnerre au quartier général de Jean Eyegendon. Le concerné a décliné toute participation aux élections législatives et locales à venir, prenant de facto à contre-pied tous qui ont cru qu'il allait rebeloter. Le natif d'un Nkembo a notamment fustigé les comportements non démocratiques de certains partisans de l'opposition gabonaise qui, au fil des jours, font de lui désormais l'ennemi numéro 1 pour des raisons non fondées. D'autres, à travers certains journaux, estiment que, pour leur part, le fait pour le pouvoir d'avoir décidé de jumeler les deux élections constitue pour moi un piège. Un piège. En ce qui me concerne, je serais curieux de savoir en quoi je peux me sentir piégé. Pour Jean Eyegendon, si les lois et les institutions étaient scrupuleusement respectées en République gabonaise, le Gabon ne connaîtrait pas la situation des crises morales, politiques et institutionnelles actuelles sur un tout autre point, répondant ainsi au discours à la nation du locataire du palais du bord de mer le 16 août dernier. Jean Eyegendon déclare, je cite, « Où est la rupture qu'il a opérée? Parce que rupture signifie le changement par rapport à la pratique passée. Il voulait dire que son père pratiquait l'illégalité et que lui, il allait pratiquer le contraire, c'est-à-dire la légalité. Mais on observe que en 2009, lorsqu'il accède au pouvoir, il accède au pouvoir dans l'illégalité, puisqu'il n'a pas été élu. Il y a même eu des morts à cette occasion à Port-Gentil. À Port-Gentil. Et en 2016, il a refait la même chose, malgré les contestations de pratiquement tous les Gabonais. Il est au pouvoir, on sait comment. C'est grâce à l'armée, c'est grâce à l'argent aussi.
La non-participation des gens Irondons au scrutin à venir ferait-il naître d'autres nouveaux leaders dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, sachant que le différend qui oppose la majorité des électeurs de cette partie de la ville à la Cour constitutionnelle suite à l'annulation de 21 bureaux de vote en 2016 est loin d'être terminé, une rancœur qui pourrait bien évidemment justifier le taux d'abstention des électeurs dans le 2e arrondissement pendant les élections législatives et locales 2018. Le sénateur du 2e arrondissement de la commune de Libreville, Jean Eyegendon, appelé affectueusement Nzanfeu en français, qui d'autre ne sera donc pas candidat ou ne participera donc pas aux locales et législatives à venir. Nous passons à présent à l'actualité hors de nos frontières, au Rwanda, à les villes situées à quelques kilomètres de Kigali, la capitale rwandaise, souffre de manque d'électricité, une situation vécue par plus de 70% de la population. Un reportage de nos confrères de France 24. Lorsque la nuit tombe sur Kigali, les rues de la capitale du Rwanda progressivement s'illuminent. Mais à quelques kilomètres de là, Damien et ses 5 enfants, eux, restent dans le noir. Leur quartier n'est pas relié à l'électricité. Quand j'ai réussi à travailler, par exemple, pour 1 euro, j'achète 2 bougies et je les donne à ma fille. Mais je ne peux pas mentir aux enfants quand j'ai pas assez pour la lumière, mais qu'au moins ils ont à manger, c'est ça qui compte. C'est trop dur pour moi. S'il y avait l'électricité, j'aurais de meilleures notes. Comme eux, 70% des habitants du pays n'ont pas l'électricité. Alors le gouvernement multiplie les sites de production. 16 centrales hydroélectriques ont été construites depuis 2009. Celle-ci est la plus grande. Depuis son entrée en activité en 2015, l'énergie renouvelable au Rwanda représente plus de la moitié de l'électricité produite. Le Rwanda est appelé le pays des 1000 collines. Et dans chaque colline, il y a des rivières. Donc partout, on peut trouver de quoi produire de l'électricité. Résultat, en moins de 10 ans, 29% de la population a été raccordée contre 10% auparavant. Un record en Afrique sur cette période. Comme dans ce village aux abords de Muhanga, l'arrivée du courant favorise souvent l'activité économique. Ici, une usine a pu s'installer et emploie 10 personnes. Elle fabrique les premières pâtes made in Rwanda. À la main, on peut produire de petites quantités. Mais avec les machines et l'électricité, les quantités augmentent. Pour développer ces infrastructures, le Rwanda s'appuie en grande partie sur des investissements privés à hauteur de 150 millions de dollars pour atteindre son objectif pour 2024 de 100% d'accès au réseau. Cap à présent aux Amériques, particulièrement en Argentine, le Sénat argentin a autorisé mercredi soir des perquisitions au domicile de l'ex-présidente Cristina Kirchner, soupçonnée d'être responsable d'un vaste réseau de corruption lorsqu'elle était au pouvoir. Reportage. C'est un vote à l'unanimité sous le regard de Cristina Kirchner. Le Sénat argentin vient d'autoriser des perquisitions dans les 3 propriétés de l'ancienne présidente. Elles devraient avoir lieu dès ce jeudi. Je vais être la première sénatrice perquisitionnée. J'ai déjà été la première femme présidente et la première sénatrice expulsée du bloc de la majorité. Comme vous pouvez le voir, j'ai la vocation de faire des choses inédites. L'ancienne présidente, au pouvoir de 2007 à 2015, est citée dans un scandale colossal de pots de vin. Des entreprises du secteur des travaux publics auraient versé des centaines de milliers de dollars directement au domicile du couple Kirchner ou chez des ministres du gouvernement. Depuis, une vingtaine de patrons ont été convoqués par la justice. Si la plupart d'entre eux ont reconnu les faits, Cristina Kirchner, principale figure de l'opposition, dénonce un complot. S'il manquait une chose pour consacrer la persécution politique et l'usage du pouvoir judiciaire comme instrument de persécution politique en Argentine, c'était bien cette affaire. Ce mardi, des dizaines de milliers d'Argentins se sont massés devant le Parlement à Buenos Aires au cri de « qu'ils rendent l'argent ». Ils réclament la levée complète de l'immunité parlementaire de l'ancienne présidente qui siège actuellement au Sénat.
Du sport à présent, cap sur le quartier à Veilla, dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, où s'est déroulé, où les jeunes âgés de 8 à 14 ans ont été initiés au football à travers un tournoi de Sixte qui a regroupé 8 équipes. Le tournoi s'est déroulé sous le regard bienveillant du sélectionneur national et U17 et du responsable du football et jeunes à la Fédération gabonaise de football, Mosconi Ngonumba. Coup d'envoi donné par Dieudonné Ndoumbu, parrain de ce tournoi de Sixte au quartier Aveya, où les festivités de ce tournoi étaient au rendez-vous. Déroulant un football de qualité à travers des passes courtes et précises, l'équipe de Benfica en vert a clairement montré ses ambitions dès l'entame de la rencontre. Son adversaire, quant à lui, à travers la vivacité de son attaquant vedette, Mulungu Ngema Messi, répond quelques minutes plus tard aux offensifs de Benfica. Tout ceci sous le regard de Dieudonné Ndoumbu, chargé du football des jeunes à la Fédération gabonaise de football. Le plus important pour nous, c'est de remarquer ceux qui ont un fort potentiel et de les enregistrer au niveau de la DTN. Et après, sur le plan local, le directeur technique de la Ligue de l'Essuyer devrait pouvoir suivre ces jeunes-là. Donc on est là pour regarder et puis prendre note sur les potentiels de certains jeunes. Mais c'est bien parce que c'est du football naturel. Il y a très peu de les enfants se défoulent et on voit le talent pur, à l'état pur. Donc c'est ce qui est important. Mais il faut qu'on arrive à encadrer ce genre de manifestation pour que plus tôt on puisse déceler les jeunes qui ont un fort potentiel, pour pas qu'ils se perdent après. Et l'initiative que je vois aujourd'hui, je vais prendre ça comme modèle, comme exemple, pour demander aux autres. On peut trouver dans chaque quartier, par exemple, un ancien footballeur qui pourra encadrer ce genre de tournoi. On a déjà un petit peu lancé l'information à Port-Gentil, mais on essaie de copier ce qui se fait. Là, c'est intéressant et on va essayer d'inciter un maximum d'anciens. C'est un ballon, 2 ballons et quelques chasubles, ça suffit pour entretenir les enfants. Donc, on va prendre ça comme départ pour que, au cours des 4 années actuelles du nouveau mandat du président Monguengui, moi, en charge des jeunes, je puisse essayer de changer les choses pour qu'on ait une meilleure organisation dans le football des jeunes. C'est un peu l'objectif principal. C'est de réorganiser le football des jeunes, donc la formation. Une compétition initiée par les jeunes du Mapan d'Aveya avec pour seul objectif d'éloigner ces enfants des mots qui minent la jeunesse gabonaise. Aujourd'hui déjà, ce sont des jeunes qui sont menacés par plusieurs mouvements aujourd'hui que nous savons tous ici, tels que la drogue, tout cela. Donc ces jeunes-là déjà, il faut déjà leur éduquer déjà, en les montrant qu'il y a plusieurs chemins où nous pouvons réussir, tels que le football et l'école en même temps aussi. Donc c'est pourquoi nous avons voulu préserver cette tranche d'âge telle que des 12 ans à 14 ans. Éveiller ces jeunes en milieu de vacances, pari réussi pour les organisateurs. Saturnin Ibela, sélectionneur national des U17, s'est exprimé à la suite de ce tournoi de Sixte à Aveya. Il est au micro de Mosconi Ngonumba. Oui, mais c'est la base en fait. Donc l'idéal c'est ça, pour que demain le football gabonais soit relevé. Donc il faut partir, le football est simple, hein. On part du plus simple au plus compliqué. Et le plus simple c'est ça, venir dans les quartiers défavorisés pour que le football puisse partir du plus simple au plus compliqué. Donc vous voyez, vous-même, vous êtes là, vous regardez, vous voyez que là, on est en train de planter pour que demain ça pousse. Alors votre venue ici dans ce quartier n'est pas certainement fortuite? Non, du tout. De par ma responsabilité et de mes fonctions de sélectionneur, j'ai le devoir de venir assister aux responsables, assister les responsables de la fédération qui veulent bien, qui ont initié ce genre d'initiative dans le quartier défavorisé, pour que nous, en tant que techniciens, nous puissions avoir les éléments nécessaires pour pouvoir avoir demain les véritables joueurs des Panthères dans quelques années. Avant de nous séparer, nous l'apprenons à l'instant en rapport à la grève qui a sévi ce matin à la Poste Banque en ville. Et nous l'apprenons de Jean-Christophe Makanga, coordonnateur général à Poste Banque, que les fonctionnaires domiciliés à Poste Banque seront payés dès lundi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé.